suis Melchior et pour plus de présentation, je vous renvoie à la petite vidéo de présentation de Flo et de moi-même concernant ce nouveau média. Alors, nous débutons une série de 5 conférences populaires pour mieux comprendre le politique. Cette première conférence traitera des termes politiques. La deuxième conférence abordera les régimes classiques et évidemment la troisième, les régimes modernes. Puis nous verrons dans une conférence double les institutions françaises dans l'histoire, avec en première partie l'Ancien Régime et en deuxième partie les institutions depuis la Révolution française. Commençons donc par les termes politiques. Après une présentation du langage, nous allons nous pencher sur un ensemble de termes politiques qui s'appuient les uns sur les autres, nous offrant à la fin une vision cohérente. Nous verrons successivement 1. Le politique, bien entendu, en 2. Les régimes dans leurs 3 expressions traditionnelles qui sont monarchie, aristocratie et démocratie, ainsi que leur cycle historique. Puis, nous aborderons le vocabulaire avec les notions centrales de bien commun et nous finirons avec la non moins importante légitimité qui s'accompagne de la morale. En tout, donc, 4 grosses notions politiques qui nous permettront d'y voir un peu plus clair. Alors, comme introduction, je vous propose un cours d'anti-novlangue. Effectivement, la novlangue est un terme introduit par le roman de George Orwell, 1984. Il désigne la simplification syntaxique de la langue, destinée à rendre impossible l'expression d'idées potentiellement subversives et ainsi d'éviter toute formulation de critique d'un régime totalitaire. L'objectif ultime, en supprimant certains mots du vocabulaire et en inversant le sens d'autres, est d'aller jusqu'à empêcher l'idée même de cette critique. Effectivement, si vous n'avez pas les mots, vous ne pouvez exprimer ni même penser une idée. Prenons un exemple caricatural. Si je désigne les camps de concentration par le mot « joie-camp », eh bien l'aspect tragique du camp de concentration disparaîtra immédiatement. Le mot novlangue est passé dans l'usage pour désigner péjorativement un langage ou un vocabulaire destiné à déformer une réalité. La novlangue participe donc pleinement de cette société du spectacle définie en 1967 par Guy Debord. Société du spectacle qui met en scène une utopie politique, plutôt que de décrire la réalité sociale. La novlangue relève de l'ère de la post-vérité qui est bien notre époque. La lutte contre le totalitarisme, d'un point de vue social, mais aussi personnel, pour sa propre santé mentale, pourrais-je dire, consiste d'abord à retrouver les mots et leur sens, et partant les concepts associés à ces mots, afin de pouvoir penser clairement, c'est-à-dire penser tout simplement. Cela permet aussi de remplacer les opinions toutes faites qu'on jette en pâture dans les médias par des connaissances critiques que l'on peut confronter les unes aux autres. Le premier mot que nous allons donc aborder est bien entendu le mot politique, du grec politikos, de polis, la cité, le mot cité étant l'équivalent latin de police, et ikos, qui est un suffixe qui veut dire relatif à. Le politique est défini par le dictionnaire Littré, et je prends le dictionnaire Littré parce qu'il est assez vieux pour ne pas avoir subi justement la novlangue. Donc le dictionnaire Littré dit que c'est ce qui est en rapport aux affaires publiques. Effectivement, il est vrai qu'à l'époque de la Grèce antique, il existait une très nette différence entre le domaine public de la police, la cité, qui offrait aux citoyens un champ public de parole et d'action, et le domaine privé de l'oikos, qui était le groupe humain vivant principalement à la campagne, composé de la famille large, des domestiques, des esclaves, et qui gérait l'économie garante de la survie humaine et dans lequel le politique n'interférait aucunement. Pour Platon, donc philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'origine de la police est attribuée au fait que l'homme ne peut se suffire seul. Aristote complète cette notion, Aristote philosophe du 4e siècle avant Jésus-Christ, en affirmant dans une sentence qui se veut définitive que l'homme est un animal naturellement politique. La dimension politique de l'homme n'est donc pas culturelle mais naturelle, comme manger, dormir, se reproduire, inhumer les morts, respecter les parents, éduquer les enfants, protéger les faibles.
Aristote précise par ailleurs que la police vient à l'existence en raison de la vie, mais demeure en existence en raison de la vie bonne. Et nous retiendrons cette formule, la vie bonne. La raison du politique est donc de vivre une vie collective bonne. Avec l'émergence et la prédominance de la société au temps moderne, le politique se mit à gérer les affaires publiques d'une manière de plus en plus large et active et intégrant finalement le domaine privé de la vie des travailleurs et consommateurs, allant jusqu'à élaborer une politique économique, ce qui est une aberration par rapport au concept original où l'économique relevait du privé. C'est pour cette raison que nous ne pouvons prétendre que le politique ne nous concerne pas, car il organise de plus en plus directement nos vies privées. Nous verrons pourquoi à la 3e conférence. Abordons maintenant les notions de régime et constitution. Les différents régimes politiques représentent les différentes manières de gouverner et d'administrer un État. Avant toute chose, un régime politique est l'expression d'une philosophie, voire d'une cosmogonie, c'est-à-dire la description de la mise en place de l'univers. C'est parce que l'on pense le rapport de l'homme à Dieu, au cosmos, à la nature, à la matière, aux voisins, aux inégalités naturelles, à la hiérarchie, à la finalité de l'existence, que se met en place une organisation politique, organisant cette vision philosophique. Cette organisation élabore un ensemble de règles de fonctionnement. C'est un ensemble stable, comme peut l'être la vie, c'est-à-dire à évolution lente. Et cet ensemble s'appelle constitution. Théoriquement, la Constitution ne dit jamais ce qu'il faut faire, mais institue le cadre de l'action. C'est en quelque sorte la règle du jeu qui ne précise pas qui est le gagnant, sous-entendu quelle classe sociale ou partie de la société est gagnante. Les philosophes des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, notamment Montesquieu, afin de contrecarrer la monarchie française, prétendit qu'un régime est doté d'une constitution seulement si les règles de fonctionnement de l'État sont définies par une loi écrite et si les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont séparés. C'est bien entendu une vue de l'esprit, car il existe plus de 3 pouvoirs. On pourrait citer le pouvoir religieux, par exemple, le pouvoir financier, le pouvoir industriel, le pouvoir médiatique, surtout à notre époque, voire les pouvoirs occultes, et finalement le pouvoir policier et, dans certains cas, le pouvoir militaire. Et on peut aussi constater que leur séparation effective est absolument impossible, puisque les pouvoirs s'ordonnent les uns aux autres suivant leur force. Par ailleurs, tout régime est doté d'une constitution de facto, dans les faits, même si elle est orale et sans texte constitutionnel. Prenons l'exemple du Royaume-Uni, où il serait un peu ridicule de prétendre que le Royaume-Uni fonctionne sans constitution depuis des siècles, puisqu'elle n'est dotée ni d'un texte écrit, ni de séparation effective des pouvoirs. Quant à l'anarchie, on me pose parfois la question, elle signifie tout simplement absence de gouvernement, et donc serait bien une forme de régime, un régime sans gouvernement, s'il existe des règles de fonctionnement respectées. Mais la question se pose, qui ferait respecter ces règles s'il n'y a pas de gouvernement ? Alors j'utilise le conditionnel car à part 2 petites expériences anarchiques, l'une en Ukraine en 1919 et 1920 et l'autre au Mexique durant quelques mois de 1911, c'est un régime qui semble se classer dans les utopies. Et nous verrons le concept des utopies au début du 3e exposé. Traditionnellement, les régimes sont classifiés en 3 catégories. D'abord la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. C'est le géographe Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui le premier, semble-t-il, mit par écrit cette classification d'origine perse. Hérodote est le premier géographe à compiler tout ce qu'il voit dans ses voyages et toutes les anecdotes qu'il recueille dans des enquêtes régionales. L'enquête 3 qui nous intéresse concerne la Perse. Suite à un coup d'État organisé par 7 aristocrates perses contre leur roi illégitime, les conspirateurs débattent du gouvernement adopté. Alors j'utilise la version de la Pléiade, page 254. Enquête 3. Quand le calme fut revenu et que 5 jours furent passés, les auteurs du complot délibérèrent sur la situation et l'on tint des discours auxquels certains des Grecs refuseront peut-être d'ajouter foi, mais qui furent bel et bien prononcés. Otanès, l'un des conspirateurs, d'abord demanda qu'on remît au peuple perse le soin de diriger ses propres affaires. À mon avis, déclara-t-il, le pouvoir ne doit plus appartenir à un seul homme parmi nous. Ce régime n'est ni plaisant ni bon.
Vous avez vu les excès où Cambyse, l'ancien monarque, s'est porté dans son fol orgueil. Vous avez supporté l'orgueil du mage aussi. Comment la monarchie serait-elle un gouvernement équilibré quand elle permet à un homme d'agir à sa guise sans avoir de compte à rendre? Donnez ce pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude. Sa fortune nouvelle engendre en lui un orgueil sans mesure, et l'envie est innée dans l'homme. Avec ces deux vices, il n'y a plus en lui que perversité. Il commet follement des crimes sans nombre, saoul tantôt d'orgueil, tantôt d'envie. Un tyran, cependant, devrait ignorer l'envie, lui qui a tout, mais il est dans sa nature de prouver le contraire à ses concitoyens. Il éprouve une haine jalouse à voir vivre jour après jour les gens de bien. Seuls les pires coquins lui plaisent. Il excelle à accueillir la calomnie. Suprême conséquence, gardez quelques mesures dans vos louanges, il s'indigne de n'être pas flatté bassement. Flattez-le bassement, il s'en indigne comme d'une flagornerie. Mais le pire, je vais vous le dire, il renverse les coutumes ancestrales. Il outrage les femmes. Il fait mourir n'importe qui sans jugement. Au contraire, le régime populaire porte tout d'abord le plus beau nom qui soit, égalité. En second lieu, il ne commet aucun des excès dont un monarque se rend coupable. Le sort distribue les charges, le magistrat rend compte de ses actes, toute décision y est portée devant le peuple. Donc, voici mon opinion, renonçons à la monarchie et mettons le peuple au pouvoir, car seul doit compter la majorité. Ainsi, dans cette première proposition démocratique, on voit que c'est les excès tyranniques du régime monarchique qui est critiqué, et ce qui est proposé, la finalité, c'est l'égalité. Égalité qui est le thème de la démocratie dès son origine. Telle fut la vie d'Otanès. Mégabise, un autre complotiste, lui proposa d'instituer une oligarchie. Quand Otanès propose d'abolir la tyrannie, déclara-t-il, je m'associe à ses paroles. Mais quand il vous presse de confier le pouvoir au peuple, il se trompe. Ce n'est pas la meilleure solution. Et il n'est rien de plus stupide et de plus insolent qu'une vaine multitude. Or, nous exposer pour fuir l'insolence d'un tyran à celle de la populace déchaînée est une idée insoutenable. Le tyran, lui, sait ce qu'il fait, mais la foule n'en est même pas capable. Comment le pourrait-elle, puisqu'elle n'a jamais reçu d'instruction, jamais rien vu de beau par elle-même, et qu'elle se jette étourdiment dans les affaires, en bousculant tout, comme un torrent en pleine crue? Qu'ils adoptent le régime populaire, ceux qui voudraient nuire à la Perse. Pour nous, choisissons parmi les meilleurs citoyens un groupe de personnes à qui nous remettrons le pouvoir. Nous serons de ce nombre, nous aussi, et il est normal d'attendre des meilleurs citoyens les décisions les meilleures. Telle fut la vie de Mégabise. Darius, en troisième lieu, donna le sien. Pour moi, dit-il, ce que Mégabise a dit du régime populaire est juste, mais sur l'oligarchie, il se trompe. 3 formes de gouvernement s'offrent à nous. Supposons-les parfaites, toutes les 3. Démocratie, oligarchie, monarque parfait. Je déclare que ce dernier régime l'emporte nettement sur les autres. Un seul homme est au pouvoir, s'il a toutes les vertus requises, on ne saurait trouver de régime meilleur. Un esprit de cette valeur saura veiller parfaitement aux intérêts de tous, et jamais le secret des projets contre l'ennemi ne sera mieux gardé. En régime oligarchique, quand plusieurs personnes mettent leur talent au service de l'État, on voit toujours surgir entre elles de violentes inimités. Comme chacun veut mener les jeux et voir triompher son opinion, il en arrive à se haïr tous. Des haines naissent les dissensions, des dissensions les meurtres, et par les meurtres, on en vient au maître unique, ce qui prouve bien la supériorité de ce régime-là. Donnez maintenant le pouvoir au peuple. Ce régime ne pourra pas échapper à la corruption. Or, la corruption, dans la vie publique, fait naître entre les méchants non plus des haines, mais des amitiés, tout aussi violentes. Car les profiteurs ont besoin de s'entendre pour gruger la communauté. Ceci dure jusqu'au jour où quelqu'un se pose en défenseur du peuple et réprime ses agissements. Il y gagne l'admiration du peuple, et comme on l'admire, il se révèle bientôt chef unique. Et l'ascension de ce personnage prouve une fois de plus l'excellence du régime monarchique. D'ailleurs, pour tout dire en un mot, d'où nous est venue notre liberté? À qui la devons-nous? Est-ce au peuple, à l'oligarchie, ou bien à un monarque? Donc, puisque nous avons été libérés par un seul homme,
mon avis est de nous en tenir à ce régime et en outre de ne pas abolir les coutumes de nos pères lorsqu'elles sont bonnes. Nous n'y aurions aucun avantage. Voilà les 3 opinions qui furent émises. Les 4 autres conjurés se rallièrent à la dernière et ils adoptèrent la monarchie. Le texte d'Hérodote, qui était connu de tous les lettrés de son époque, lu en public et commenté, fut repris par le philosophe Aristote comme base de son catalogue politique. Il le peaufina en mettant en symétrie la forme pure et idéale du régime et sa forme dégénérée. La monarchie, bien entendu, est le plus ancien des régimes, qui apparaît comme le plus naturel, ayant probablement la famille comme modèle. C'est la thèse de Jean Forestier sur la naissance des États au Moyen-Orient, in Mésopotamie, l'apparition de l'État, 7e, 3e millénaire, avant Jésus-Christ. Les rois, avant toute chose, portaient une fonction symbolique, voire religieuse, avant de gérer les affaires de la communauté, comme l'a démontré Jean-Paul Roux dans son livre « Le roi, mythe et symbole ». Cette fonction symbolique perdure dans toutes les royautés, même les plus décadentes. L'étymologie grecque, mono-archios, un seul dirigeant. Archios a donné l'archonte. Et l'archonte est l'administrateur qui dirige, qui donne la direction. C'est donc le gouvernement d'un État qui est régi par une seule personne. Plus précisément, un État où un chef donne la direction à suivre, rappelle la finalité. Il existe plusieurs régimes monarchiques. Bien entendu héréditaires. C'est les royautés en général, celles qu'on connaît dans notre mémoire collective. Mais il y a aussi les monarchies électives, telles que le Saint-Empire germanique, ou le régime des atamans cosaques zaparogues. Mais on pourrait aussi parler de Vatican, qui dirige, monarchie élective, qui dirige l'Église catholique, et l'État tibétain. Dans les 2 derniers cas, les monarques sont des moines qui n'ont pas de descendance. Bien entendu, une monarchie n'est pas le pouvoir personnel d'un roi. La monarchie est toujours limitée, d'abord par un ordre religieux qui institue une morale, et ensuite par des règles civiles constitutionnelles. C'est ce qu'on appelle la légitimité. La légitimité est donc le comportement politique qui respecte les institutions existantes ainsi que la morale, afin de garantir la vie bonne, tel que nous le précisait Aristote. Nous développerons ce point à la fin de ce premier exposé. La monarchie légitime est généralement considérée par les politologues comme le régime le plus efficace. Le monarque est l'autorité supérieure qui tranche les conflits en dernière instance. Il ne dirige pas tout, il ne contrôle pas tout, évidemment. Il n'est que la dernière instance. L'autorité suprême n'est pas divisée et donc sans conflit. Et je me permets de rappeler une phrase, un verset de l'Évangile, Matthieu 12, verset 25. « Tout pays divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Le monarque n'est pas seul, car entouré d'une famille de conseillers, ce qui représente un garde-fou face aux plus gros défauts de la monarchie, un monarque fou ou idiot. Le monarque représente donc une autorité de long terme. Son modèle de perpétuation est naturel, c'est-à-dire que la continuation de l'État repose sur le même fonctionnement naturel que celui des familles. Par leur aspect généalogique, les monarchies offrent aux futurs successeurs une formation dès leur tendre enfance. Elles les préparent au métier de roi. Elles offrent aussi une indépendance du pouvoir. Désigné par le hasard de la naissance, le monarque ne doit son pouvoir à aucune autre autorité ou parti politique qui lui serait automatiquement supérieur et qui exercerait une influence sur la prise de décision. Le monarque n'appartient à aucune classe sociale. Son prestige le met au-dessus de tous. Il peut donc préserver l'intérêt de chaque catégorie sociale pour le bien de son royaume. Royaume qu'il doit d'ailleurs transmettre dans le meilleur état possible. Un peu comme un bien de famille qu'on gère au mieux pour le transmettre à ses successeurs, à ses descendants. Les monarchies sont les régimes qui, historiquement, surmontent le mieux les crises. C'est pourquoi ce sont les régimes les plus lents. Prenons l'exemple admirable de la monarchie française, qui débute en 496 et qui se termine
En 1789, pour simplifier, 13 siècles donc, elle a su résister aux invasions normandes, aux invasions arabes, hongroises. Elle a absorbé le choc de la peste. Elle a survécu à la guerre de Cent Ans. Elle a su résoudre les guerres de religion. Les coalitions européennes du XIIIe siècle et du XVIIe siècle l'ont ébranlée, mais pas détruite. Lorsque ces règles constitutionnelles et morales n'existent pas ou ne sont pas respectées, le régime monarchique devient tyrannique. La tyrannie fait partie des monarchies, mais représente sa forme dégénérée. La tyrannie, du grec tyrannia, exprime une domination usurpée et illégitime, bien ou mal exercée, c'est-à-dire dans ce dernier cas, elle est considérée comme immorale et donc illégitime lorsqu'elle est mal exercée. Lorsque le tyran s'est désigné lui-même, souvent suite à un coup d'État, il s'agit d'un autocrate, le pouvoir de soi-même, dont le pouvoir est sans limite. Quant au despote, du grec despotes, le maître, le despote est celui qui se comporte dans le domaine politique comme le patriarche dans le domaine privé, et donc exerce la tyrannie sans limite. Le despote peut éventuellement être légitime, tant qu'il reste moral. Et nous pensons évidemment à l'impératrice Catherine II de Russie, ou à Frédéric II de Prusse, qui fut désigné comme despote éclairé. Quant au dictateur, du latin dictator, il est le magistrat romain qui est désigné normalement pour un temps limité, dans certaines circonstances critiques, avec un pouvoir souverain sans limite. Le dictateur est donc l'homme providentiel, qui sauve l'État d'une catastrophe ou d'une crise. Par exemple, Pétain est le dictateur à qui l'Assemblée remet tous les pouvoirs en juin 1940 pour limiter le désastre militaire de la France. De Gaulle, quant à lui, tient le rôle de dictateur en 1958 lorsqu'il est appelé au pouvoir pour refonder la Constitution. Par conséquent, prenons des contre-exemples, Loukachenko, président de la Biélorussie, ou Poutine, Hitler ne sont pas à proprement parler des dictateurs. Les deux premiers sont des présidents légalement désignés par un système démocratique qui les respecte. Le dernier, Hitler, s'étant transformé en tyran après avoir été légalement et démocratiquement désigné comme chef de l'État. Par contre, Macron essaye de passer pour le dictateur providentiel qui nous sauve des crises, alors qu'il exerce de plus en plus un pouvoir personnel de type plutôt tyrannique, ne tenant compte d'aucune limite politique ou morale. L'aristocratie, ou oligarchie, du grec oligo, peu nombreux, comme dans oligo-éléments, des éléments très peu nombreux, rares donc, et archos, qui est le dirigeant. Donc, les oligarques sont les dirigeants peu nombreux. C'est un régime où la gouvernance est exercée par les meilleurs. Toutefois, le régime du grec, du mot aristocrate, qui vient du grec aristoi, les meilleurs, et kratos, la force, nous parle non plus de la direction que donnent le ou les archontes, mais de la force, kratos, qui permet d'exercer un pouvoir. Les meilleurs sont une élite dont les qualités reposent sur des valeurs. Propriété terrienne, capacité intellectuelle, culture, normes morales, modèles de vertu, puissance, c'est-à-dire capacité d'action, capacité militaire aussi, sens du sacrifice. Ces qualités leur donnent une supériorité morale et de force par rapport à la masse du peuple ignorante et laborieuse, sujet aux émotions et riche d'opinions, comme Hérodote nous le précisait. Le paradoxe est que le mot élite vienne du mot élection. Mais bon, ils sont élus peut-être par le destin ou par Dieu. Les régimes aristocratiques travaillent indirectement pour le bien du peuple, lorsque cette élite est véritablement une élite, c'est-à-dire travaille pour l'intérêt de tous, mais avec un certain sens de la coercition, ce que le mot kratos nous indiquait. D'ailleurs, certains intellectuels grecs préféraient le régime aristocratique tel Pythagore. Notons que les régimes des cités grecques, lorsqu'ils n'étaient pas monarchiques, étaient en fait aristocratiques, comme celui de Sparte et même d'Athènes, à ses débuts, où les citoyens, formant le peuple, qui se partageait le pouvoir démocratique, étaient une élite qui avait le monopole de la possession de la terre et qui possédait des esclaves et donc du temps libre pour se consacrer aux affaires politiques, et qui suivait une discipline morale et militaire très exigeante. Les républiques vénitiennes, la République génoise et la République de Pologne sont dans les temps historiques des exemples de régimes aristocratiques malgré leur nom.
Alors, lorsque l'élite est corrompue, sans qualité spécifique, à part la possession de l'argent et le monopole du pouvoir, on parle de plutocratie, du grec Pluto, le dieu de l'enfer et des richesses. Donc rien à voir avec plouk, malgré les apparences, mais plus à voir avec l'enfer, ce qui est à méditer. Par conséquent, les oligarques russes post-soviétiques n'étaient pas des oligarques, mais des plutocrates, tout comme la plupart des élites mondialistes depuis un tiers de siècle. La démocratie, quant à lui, est comme régime, est le régime où l'origine du pouvoir politique sur l'ensemble de la société repose dans le peuple. Du grec démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Reste à définir le peuple. Le dictionnaire Littré nous fournit une liste d'entrées. Ce peut être tous les habitants soumis à une même loi. Au pluriel, ce sont les habitants d'un même État soumis à des lois différentes. Par exemple, les peuples du royaume de France, les peuples de l'Empire romain. Peuple peut aussi désigner des humains n'habitant pas le même pays, régis donc par des lois différentes, mais partageant la même religion. Le peuple juif, ou le peuple de Dieu, qui est le peuple chrétien, ou la même langue, le peuple allemand qui était réparti dans différents pays, Allemagne, Alsace, Tchéquie, Pologne, Danemark, ou un même comportement par exemple. Les Cosaques sont un peuple de guerriers, qui étaient de diverses ethnies, de différentes langues. Le peuple peut être l'ensemble des sujets d'un même roi. Un roi pourrait dire « mon peuple », bien que le roi de France disait « mes peuples ». Le peuple peut être une partie des citoyens, le populus romanus, donc romain, opposé au sénat des patriciens, ou des membres de la cité, l'élite des citoyens de la cité grecque opposée à la majorité des esclaves et des métèques. Cela peut être la multitude présente, la foule. Le peuple est souvent compris comme la partie de la société qui ne possède pas d'outils de travail, ni de capital financier ou culturel. Est-ce pour autant les manouvriers, les ouvriers, les pauvres, les gueux, les SDF? Les étrangers font-ils partie du peuple? Au contraire, le peuple civique est-il uniquement celui qui est propriétaire d'une parcelle du pays, celui qui paye des impôts, le sens, comme on disait avant, et qui contribue au fonctionnement de l'État, celui qui est prêt à se battre pour sa défense? Le problème s'est posé dès la Révolution française. Le peuple français comportait-il les Français au sang impur, ces nobles considérés comme descendants des Germains, occupants, et dont la France devait se saigner? Rappelez-vous, notre Marseillaise nous parle du sang impur. Les Belges, les Helvètes, les Savoyards, les Italiens, envahis par les armées de la République et donc libérés, ne faisaient-ils pas partie du peuple français libérateur? Et option universelle. Nous allons maintenant aborder les institutions démocratiques. Une fois défini ce peuple, il doit exercer le pouvoir. Tout va bien lorsqu'il s'agit du peuple d'une commune ou d'un micro-canton d'une vallée des Alpes suisses où tout le monde se connaît et où l'on peut débattre sur la place publique et voter par déplacement de foule. C'est ainsi qu'on votait à l'époque. Il s'agit là d'une démocratie directe où toute décision est collective, résultant d'un véritable compromis d'intérêts élaboré entre tous. À l'époque de l'écrit, seules les votations par référendum ont force de loi, comme c'est encore le cas dans l'actuelle Confédération helvétique. Ce système permet de défendre l'intérêt bien compris des citoyens lorsqu'ils sont informés d'une manière indépendante et impartiale. Ce qui n'est plus le cas en Suisse, où comme partout ailleurs, l'ensemble des médias ont été rachetés par le capital. La démocratie directe s'exprime aussi lorsque c'est le tirage au sort des citoyens qui désigne les postes de responsabilité administrative, comme à Athènes d'ailleurs. Se pose alors la question de savoir quel citoyen peut être désigné par le sort. Comprennent-ils ceux qui ont été condamnés par malhonnêteté et qui pourraient se retrouver dans un juré, ou au contrôle d'une comptabilité? Seront-ils compétents? Dans la démocratie athénienne, rapidement, par exemple, les postes de commandement militaire ne furent plus tirés au sort, mais soumis aux élections afin de désigner le citoyen aux meilleures vertus militaires. Mais à l'époque, tout le monde se connaissait. Lorsque le peuple est nombreux, plusieurs millions sur un vaste territoire, il semble logique de passer à une démocratie représentative.
Dans ce cas-là, on ne parle plus juridiquement de démocratie, mais de régime représentatif, ce qui est le cas de toutes les démocraties modernes. On peut alors bonifier l'aspect démocratique en tirant au sort les représentants, comme dans les jurés actuellement. Le hasard du sort, de la main de Dieu, remplaçant le hasard de la naissance des monarques ou des aristocrates. Ces représentants peuvent être élus, mais la lutte au sein des partis et entre les partis divise la société. Le moment des élections rejoue périodiquement, en mode mineur, la guerre civile. Toutefois, les élections doivent permettre un débat public mettant au jour les enjeux politiques. Si les médias jouent le jeu, évidemment. La démocratie soulève d'autres problèmes. Les députés peuvent représenter les électeurs ou finalement représenter le peuple dans sa globalité, c'est-à-dire la nation. C'est le cas de la France. Constitutionnellement, par exemple, les députés de l'Ardèche ne représentent ni l'Ardèche ni les Ardéchois à l'Assemblée nationale, mais la nation française, source de toute souveraineté. Dans ce cas-là, ils n'agissent plus selon le cahier des charges des votants, mais selon leur conscience, ou plus précisément, selon la conscience de leur parti. En conséquence, on voit que les élections peuvent finalement désigner des représentants des partis et non des députés du peuple. Les députés sont-ils dotés d'un mandat impératif, ce qui était le cas dans toutes les députations d'Ancien Régime? Ou non? Et dans ce cas, leur programme est promesse n'engageant que les électeurs, ce qui est le cas des régimes représentatifs contemporains. Sont-ils élus au suffrage direct ou indirect? Prenons l'exemple des députés du tiers-État aux États généraux de 1789 en France. Ils furent élus par suffrage indirect, c'est-à-dire que les chefs de foyers fiscaux, donc les pères ou mères de famille, désignaient au niveau paroissial des députés à une assemblée primaire de province, qui elle-même désignait les députés aux États généraux. Conclusion. Par sélection successive des notables, plus aptes à prendre la parole en public, on ne retrouve qu'un seul député paysan sur 800 députés du tiers-État à Versailles, alors que les paysans représentaient 80% des électeurs. Nous avons le cas ici donc d'une représentation qui ne représente pas la nation. Sont-ils élus à la proportionnelle ou au scrutin majoritaire à 2 tours? On peut évoquer le cas du Rassemblement national, premier parti politique de France, qui représentait 30% des électeurs et n'était représenté que par 1% des députés de la précédente Assemblée. Cela fait 40 ans que le régime représentatif français ne représente plus les électeurs. Autre problème. Faut-il rendre le vote obligatoire, comme en Belgique, afin que les électeurs représentent le panel des citoyens? Faut-il comptabiliser les non-votants, ainsi que les bulletins nuls et les bulletins blancs, afin d'avoir un vrai sens de la proportion? Et vous le savez, ce n'est pas le cas de la France. On le voit. Il existe plusieurs sortes de démocratie, plus ou moins démocratiques, comme il existe plusieurs sortes de monarchie. Toutefois, comme toute chose, les démocraties ont tendance à dégénérer. D'autant plus si elles ont été conçues dans un but intéressé, c'est-à-dire par une classe sociale particulière. Imaginons une démocratie où le peuple serait représenté dans l'exercice de son pouvoir par des délégués qui ne représentent pas leurs électeurs concrets, mais la nation abstraite. Députés eux-mêmes désignés par un parti politique, élus par un scrutin indirect, majoritaire et non dotés d'un mandat impératif, le tout sous l'influence de médias d'intérêt. Cette démocratie a toutes les chances d'être un régime de classe dominante. Vous l'avez compris, je viens de décrire le régime de la France, mais aussi de la quasi-totalité des démocraties modernes. Et cette analyse permet de mieux comprendre les dysfonctionnements des démocraties contemporaines dans le monde. Effectivement, les partis politiques désignent un candidat qui moralement n'est pas toujours de premier choix, afin de remporter la compétition au sein de son parti. La désignation par le suffrage dans le cadre d'une lutte des candidats de parti risque d'être finalement la sélection du pire des pires, faisant regretter à chaque renouvellement l'élu précédent. Par ailleurs, pour éviter de sélectionner un incapable, les partis recrutent des professionnels,
Se construit alors une nouvelle aristocratie, dans le meilleur des cas, ou une plutocratie, dans le pire. Ernest Renan, intellectuel de gauche, à la fin du XIXe siècle, dans son livre La réforme intellectuelle et morale de 1871, nous explique: un des plus mauvais résultats de la démocratie est de faire de la chose publique la proie d'une classe de politiciens médiocres et jaloux, naturellement peu respectés de la foule. Les partis ne peuvent gagner les élections qu'en étant sponsorisés par des lobbies d'intérêt qui dictent leurs consignes occultes. Dans le meilleur des cas, l'élu doit son pouvoir à une partie seulement des électeurs, dont il dépend pour sa réélection, ne pouvant ainsi se permettre de réaliser une politique d'intérêt général. Les médias qui encadrent la liberté d'expression et les débats appartenant à des groupes d'intérêt sont capables d'orienter le choix des électeurs, qui n'ont pas vraiment le temps de s'informer indépendamment. La lutte électorale est l'occasion d'exprimer des émotions, écartant le véritable raisonnement politique. L'absence de mandat impératif exclut toute possibilité de mise en accusation des élus pour hypocrisie, promesses mensongères et manipulation, créant ainsi une forme d'impunité pour les députés, les élus. Pour gagner les élections, les candidats sont obligés de surenchérir en promesses et en beaux discours. Dès la démocratie athénienne, les philosophes critiquaient les sophistes, capables par un beau discours de défendre n'importe quelle opinion de circonstance. Ils critiquèrent les démagogues, qui remportaient les élections par leurs promesses. C'est pourquoi le modèle aristotélicien désigne la démocratie dégénérée de démagogie. Lorsque les démocraties évoluent vers un fonctionnement plus populaire, permettant à des catégories du peuple plus humbles de faire accéder leurs représentants aux instances du pouvoir, ces systèmes sont dits péjorativement populistes. C'est paradoxal, car l'ensemble de la société démocratique devrait se réjouir de la prise de pouvoir du peuple, qui représente la justification même du système démocratique. La source du pouvoir démocratique, on le comprend bien, il n'en est rien, car nous savons qu'effectivement les systèmes démocratiques sont pensés par et pour la bourgeoisie d'affaires. Non pas la bourgeoisie laborieuse qui fait tourner la boutique, mais celle qui est au-dessus, la véritable plutocratie, qui organise les flux économiques pour son plus grand avantage financier. En deux mots, la démocratie est libérale. C'est-à-dire qu'elle permet au capital de monopoliser le pouvoir afin de fluidifier, de libérer le fonctionnement du commerce, de l'industrie, de la finance et de la société organisée comme unité d'individus travailleurs et consommateurs. Je vous le rappelle, le libéralisme étant la libre circulation des services et marchandises, des personnes et des capitaux, tel qu'on le retrouve dans toutes les institutions, notamment européennes. En quelque sorte, la démocratie définit une nouvelle finalité qui n'est plus la vie bonne d'Aristote, mais la production et la consommation à travers la marchandisation du monde. La démocratie est donc libérale, comme l'aristocratie est élitiste et la monarchie symboliste, c'est-à-dire transcendantale. Nous avions précisé que la vision philosophique qui préside au choix, c'est la vision philosophique qui préside au choix des régimes. C'est pourquoi les hommes d'affaires, depuis 2 siècles et demi, ont toujours favorisé le développement de la démocratie partout dans le monde. Le régime libéral se méfie du populisme comme d'une maladie qui se retourne contre le malade. Rappelons que le général polonais Pilsudski, l'italien fasciste Mussolini, Hitler, Pétain, le portugais Salazar sont arrivés au pouvoir par des institutions démocratiques dans une crise populiste. Certes, ils évoluèrent tous vers la tyrannie, comme nous allons le voir. En bonus, nous allons étudier le comportement des différents régimes et leur succession sous forme de cycles politiques. Effectivement, les observateurs ont constaté que les sociétés humaines étaient confrontées à des cycles d'évolution politique. Spontanément, naturellement, à partir d'un état primitif, elles s'organisent en monarchie. Le succès de ce régime apporte sécurité et confort, poussant ses membres, au moment de la décadence de cette monarchie, à exiger plus de liberté égotique, aboutissant à un système démocratique.
La liberté et plus d'égalité apportent de l'indolence et de l'irresponsabilité qui débouchent sur une décadence insécuritaire. Le corps social réagit alors appelant la tyrannie afin de sauver le système. En vain. Suite à l'effondrement et au retour à un état primitif, une forme d'aphasie, la monarchie vient naturellement se remettre en place. Prenons plusieurs exemples. Commençons par la Grèce antique. Il y eut d'abord des cités antiques royales telles qu'on les voit dans la guerre de Troie, du récit de Homère. Puis arrivent les États démocratiques, assez brefs, Athènes, un siècle, de 508 avant Jésus-Christ à 405 avant Jésus-Christ. Mais la crise rapidement se met en place et c'est l'empire monarchique macédonien qui va rafler la mise, suivi des royaumes hellénistiques. En Occident, prenons Rome. Tout commence avec le royaume de Rome, suivi de la République romaine, qui évolue en empire romain. Et après sa décadence et son effondrement, nous aboutissons au royaume chrétien, eux-mêmes développant les démocraties modernes, qui maintenant sont entrées dans leur phase de décadence. Il existe aussi des cycles politiques très courts. Pour la France, il y eut l'Ancien Régime, donc la royauté, suivi de la Révolution, qui n'a pas vraiment marché. Donc il y eut l'Empire dictatorial de Napoléon, il y eut une nouvelle restauration monarchique qui a évolué vers une monarchie de Juillet dite libérale, suivi d'un second empire tyrannique, et après l'effondrement militaire, l'Assemblée monarchique de 1870, et finalement nos républiques contemporaines. Tout ça fait dire à Ernest Renan, dans la Réforme intellectuelle et morale en 1871, la fatalité de la République est à la fois de provoquer l'anarchie et de la réprimer très durement. Nous pouvons citer comme exemple la terreur instituée par la Première République à la Révolution française. Il y a aussi la Deuxième République de 1848 avec les fusillades des ouvriers, des centaines de fusillés en 1848. Et il y a eu l'exécution des communards en 1870 par la Troisième République. On pourrait peut-être évoquer actuellement les gilets jaunes. Dans cette vision, on a le sentiment qu'il n'existerait que deux grands régimes politiques. Le monarchique, long, et le démocratique, court. Toutefois, remarquons comment ils se mélangent. Dans les systèmes d'Ancien Régime, les peuples s'autogéraient par des assemblées délibératives. Dans les démocraties, le poste symbolique de roi est maintenu dans la fonction de chef d'État ou éventuellement de roi représentatif, tel qu'en Hollande, Belgique, Angleterre et dans les pays scandinaves. L'aristocratie, quant à elle, ne serait que l'épice, la porteuse des vertus, qui permet de légitimer plus ou moins le régime en place. La vertu est la force morale, le courage qui permet de fuir le mal et de faire le bien. La vertu s'exerce dans le cadre du bien commun. Et le bien commun, c'est la res publica. Abordons maintenant cette notion essentielle. La République, du latin res publica, c'est-à-dire la res, la chose publique, ou on dit plutôt le bien commun. Le bien commun, c'est le bien dont disposent les cités pour assurer à leurs membres la vie bonne, tel que nous le précisait Aristote. Ce bien est perçu à notre époque libérale et matérialiste comme l'ensemble des choses publiques, des services publics. Ça peut être le territoire, les voies de circulation, les ressources, les bâtiments publics, les services tels que police, pompiers, postes, sécurité sociale, instruction publique éventuellement, eau, électricité. Alors que le bien commun est avant tout représenté par des valeurs morales qui créent la cohésion sociale et permettent la vie bonne. Le bien commun est donc, à proprement parler, en termes philosophiques, le tout d'ordre moral et d'action. Prenons un exemple. Dans une équipe sportive, le bien commun n'est pas les joueurs, ni l'entraîneur, ni le sponsor, ni les vêtements, ni le ballon, ni les vestiaires, ni le café où l'équipe se réunit et expose ses trophées. Une équipe sportive est d'abord un tout substantiel. Substantiel, c'est-à-dire de substance, incarné dans la matière, et ici dans des corps humains. C'est un tout où le jeu de chaque joueur est intégré, coordonné au tout, c'est-à-dire au commun.
C'est aussi un tout d'ordre moral, où les mœurs sont communes, c'est-à-dire, c'est dans le cas de l'équipe de sport, le respect des règles, et où la volonté de jouer pour la victoire, la finalité, le bien, est acceptée par chacune des parties de l'équipe. C'est aussi finalement un tout d'ordre, d'action, car si l'équipe s'arrête de jouer, ce n'est plus une équipe. Dans ce jeu commun, le joueur qui joue perso n'obtiendra pas le bien, c'est-à-dire la victoire, pas plus que son équipe. À la différence, un bien matériel ne peut être commun, car tous ne peuvent l'utiliser au même moment. Le bien commun est avant tout d'ordre moral et spirituel. C'est ce qui s'enrichit lorsque tous l'utilisent en même temps. Prenons l'exemple d'une famille. Dans une famille, ce sont les traditions familiales, l'ambiance, la confiance, l'amour autour d'un repas. Ce n'est pas les biens communs, ce que l'on mange en commun sur une table commune. Car on pourrait manger des pommes de terre à l'huile d'olive et on pourrait quand même partager le bien commun familial. Dans un orchestre, le bien commun, ce n'est pas les instruments, c'est la musique. Concrètement, le bien commun d'une société politique peut être la santé. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les hôpitaux, mais le processus de maintien de la santé des membres de la société. C'est-à-dire le savoir et la qualité morale du personnel de santé et de l'ensemble de la société. Discipline de chacun pour se maintenir en forme, collaboration financière de tous. Pour le bien commun, effectivement, la partie se sacrifie pour le tout. C'est pourquoi le bien commun est spirituel, car il permet à chacun de se perfectionner à travers son fonctionnement, et ainsi de limiter son moi pour son soi. Par conséquent, la prétention au bien commun, à la res publica, la République, est le fondement de toute société organisée, quel que soit son régime, y compris les pires des régimes. La qualité du bien commun s'évalue par les moyens mis en œuvre et la finalité. Si la finalité est l'égalité, par exemple, et que le moyen est de raccourcir la tête de ceux qui dépassent, ou si le professeur met la même note à tous les élèves parce que la finalité est l'égalité, vous ne pouvez prétendre agir dans le sens du bien commun, parce que les moyens ici utilisés sont immoraux. Rappelons que le mot et la notion de république, en France, ont été ressuscités et développés depuis le Moyen-Âge. La res publica était la légitimité des rois capétiens, à partir de l'an 1000, et surtout à la Renaissance, par les juristes monarchistes, tels Jean de Terre-Vermeil en 1419, Claude de Seyssel en 1519, et plus connu Jean Bodin, qui a écrit les 6 livres de la République en 1568, qui établit que la monarchie est la République de la France, c'est-à-dire un état de bien commun qui ici n'est pas un régime. Il apparaît donc paradoxal que ce concept philosophique éminemment sage et civilisateur, qu'est la res publica, ait été repris par des régimes politiques qui défendent une catégorie de citoyens seulement. Les républiques socialistes de l'URSS, Chine, Cambodge ont pour but de défendre les intérêts matériels du prolétariat. Les républiques islamistes, comme Pakistan, Iran, Mauritanie, Afghanistan, défendent les intérêts des musulmans. L'ancienne république polonaise défendait les intérêts et le pouvoir de l'aristocratie, ce qu'on appelle les PAN. Les républiques démocratiques défendent les biens communs de la bourgeoisie. Cela vient probablement du modèle originel, la République romaine, qui avait pour but la défense du patriciat, les possédants. Modèle qui a été repris par les révolutionnaires français et qui s'est répandu dans le monde. Ainsi, paradoxalement, l'étiquette République signifierait le contraire de ce qu'elle annonce, non pas le bien commun de la société, mais celui d'une classe sociale ou d'un groupe d'intérêts. Pour finir, nous allons aborder les notions de légitimité et de morale, qui sont liées. Lorsque l'on parle de politique, on est obligé d'évoquer la légitimité d'une autorité et des lois. Légitime est parallèle à légal, et parfois on les confond. Effectivement, tout pouvoir, aussi tyrannique soit-il, ainsi que ses lois, est légal. Un gouvernement qui dicterait par exemple la loi monstrueuse d'euthanasier toutes les secondes filles d'un couple serait légal. Cette loi serait légale.
serait-elle légitime? On l'a déjà vu, légitime indique une autorité qui, dans sa finalité et ses moyens, doit être morale. À notre époque, on constate que seule la légalité est évoquée pour l'application d'une loi ou d'un règlement. Ce qui laisse planer un doute sur la légitimité et la moralité de nos régimes. Quel n'est pas le fonctionnaire, par ailleurs, ou le responsable d'un service qui répond à la remarque de l'usager d'une aberration ou d'une injustice, qu'il n'y peut rien, c'est le règlement, c'est légal, indiquant par là son abandon complet de son propre sens civique. À ce propos, la notion de désobéissance civique est la mise en cohérence entre son devoir moral de participation au bien commun et la notion de légitimité, donc de la morale, de sa morale propre. Ce qui est immoral doit être combattu, non pas seulement pour des raisons d'honnêteté et d'honneur, mais aussi pour des raisons civiques. Cette désobéissance civique est un devoir aussi impérieux que l'obéissance civique, afin de maintenir le bien commun. C'est le devoir collectif de résistance au mal. Et rappelons-nous que la force des méchants est le résultat de la faiblesse des gentils. Mais quelle est donc cette moralité qui justifie le politique, le bien commun et la vie bonne? Morale, d'après le dictionnaire Littré, est l'ensemble des règles qui doivent diriger l'activité libre des hommes, qui doivent diriger l'activité libre des hommes. Immédiatement, on note que l'action libre est dirigée par un ensemble de règles, la morale, d'une manière impérieuse, qui doivent. Et donc, il ne peut y avoir d'homme libre immoral, car il est contrôlé par les passions. Je dois faire tout ce que mon ego a envie de faire. Passion dont il devient esclave. La morale est donc liée à la raison et non pas à la passion. Et elle a pour but de défendre la liberté. La liberté qui est un bien commun. La question est de savoir quelle est la première source de cette morale. La première idée qui nous vient est que morale est ce qui est juste. Il existerait deux sources de la connaissance de la justice et de la morale. Aristote nous dit dans son ouvrage Rhétorique, il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n'existe entre eux aucune communauté. Il s'agit donc d'une intuition mise en forme par la raison. Remarquons qu'Aristote parle aussi de divination, faisant appel au divin. Il illustre son propos en mentionnant Antigone. Antigone est cette héroïne extraordinaire de la tragédie de Sophocle, tragédie grecque de l'Antiquité, où cette jeune fille affirme au tyran qu'il était juste d'enfreindre la loi illégitime du tyran. Cette loi précisait l'interdiction d'inhumer Polynice, Polynice étant le frère de Sophocle. d'Antigone. Et elle précise, il était juste d'enfreindre cette loi, car c'était là un devoir, un droit naturel. Et elle précise, loi qui n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, qui est éternelle et dont personne ne connaît l'origine. Cicéron, juriste romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son ouvrage De Republica, livre 3, nous explique dans un langage magistral, il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende, ses paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni malheureusement puissantes sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni réduite en quelques parties, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, c'est-à-dire le pouvoir politique, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe politique nouveau. Elle ne sera pas autre dans Rome, autre dans Athènes. Elle ne sera pas autre demain qu'aujourd'hui. Mais toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable. Et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même, donne la naissance, la sanction
et la publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans que se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul sans subir les plus dures expiations, eût-il évité d'ailleurs tout ce qu'on appelle supplice. Et donc cette connaissance de la justice qui fonde la morale est donnée, soit par l'intuition, soit par la révélation. C'est la fonction des 10 commandements de Moïse, des lois de Krishna, des écrits de Confucius, des paroles de Jésus, de révéler cette connaissance par l'humain, car l'humain n'est pas toujours capable d'utiliser sa raison et ou son intuition pour connaître cette loi naturelle. Autre conséquence de la moralité. Outre la justice, elle induit les mœurs. Le dictionnaire Littré nous précise « Mœurs, ce sont les habitudes considérées par rapport au bien ou au mal dans la conduite de la vie. » C'est bien parce que les mœurs nous permettent par éducation de faire le bien dans la vie qu'ils sont issus de la morale. Finalement, la quête de légitimité politique fait que la religion ne peut pas vraiment être considérée comme cette pratique privée, voire intime, que la laïcité tente de définir. Une spiritualité privée pour le salut éventuel de l'âme individuelle. La religion est plutôt un phénomène public. Sa fonction politique était comprise comme religion civique. C'est elle qui formalise les principes moraux qui permettent aux politiques d'être légitimes et aux hommes d'être libres et de vivre bien. La religion formalise ces principes, les enseigne et les illustre par des exemples. Ce sont la vie des saints, la vie des sages, des gourous. Et il y a aussi l'illustration par les arts. La littérature, la peinture, la musique, l'architecture, les rites nous enseignent ce qui est le fond moral qui nous permettra donc une vie libre et bonne. La laïcité, en supprimant des sociétés politiques le référent moral formalisé, ne laisse plus que l'éthique, une espèce d'ensemble de mœurs, qui est compris comme le bricolage d'une morale relative. Autre lieu, effectivement, autre mœurs. Or, ce relativisme ne peut mettre en place politiquement qu'une légitimité amorale, qui à son tour ne peut évoluer que vers l'immoralisme et donc la délégitimisation du régime, c'est-à-dire réduire le politique à une légalité, entraînant une sensation collective d'injustice. Nous avons là l'une des causes fondamentales de la décadence des régimes politiques contemporains. Encore une fois, on a dans le concept de laïcité, comme dans tant d'autres termes de politique moderne, une quasi-inversion des valeurs, c'est-à-dire la mise en œuvre de moyens qui vont à l'inverse de la finalité affichée. Conclusion. J'ai essayé de montrer que les institutions politiques sont nécessaires, essentielles au fonctionnement des groupes humains. Que loin d'être des mots creux, les termes politiques représentent des concepts philosophiques, reflets de conception du monde et de la vie. Il faut donc comprendre que les enjeux politiques et les luttes qui en découlent sont le résultat de conceptions divergentes de la vie, plus que de conflits d'intérêts, dont chaque position se défend idéalement par un régime politique typique. On l'a vu. La charge passionnelle des termes politiques et leur manipulation cachent souvent des enjeux d'un tout autre ordre d'idées que ce que le débat actuel veut bien montrer. Les termes ressassés ad nauseam de démocratie représentative, de valeurs de la République, de peuple souverain, de monarchie tyrannique, des biens communs, d'intérêt collectif, d'éthique, de laïcité, etc. sont à étudier sérieusement pour ne pas tomber dans le gouffre de la manipulation. Finalement, le champ politique est plus le lieu d'un combat moral essentiel que d'un combat d'intérêt matériel. Et bien pour cette première conférence, je remercie Flo à la technique, qui est aussi le producteur. Merci pour votre attention et au prochain épisode. Au revoir. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo. Partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France. Vive Dieu et vive le roi, nos espérances.